Je vais maintenant passer la parole à Christophe-André Frassa pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, les deux propositions de loi que nous examinons aujourd'hui touchent à un sujet d'une grande actualité concernant la protection des valeurs et des lois de la République. Il s'agit des lanceurs d'alerte. Ces derniers, par la révélation de certaines situations contraires à ces mêmes lois ou menaçant l'intérêt commun, peuvent en effet rendre d'importants services à notre société. Toute actuelle qu'elle soit, la question n'est évidemment pas entièrement nouvelle. Elle n'est pas étrangère au bien connu article 40 du Code de procédure pénale qui exige des agents publics qu'ils fassent part au procureur de la République des crimes ou des délits dont ils ont pu avoir connaissance. Il a toutefois fallu attendre 2016 et la loi Sapin II pour que l'on observe un véritable changement de paradigme et qu'émerge la première définition générale du lanceur d'alerte en France. Le lanceur d'alerte est, je cite, « une personne physique qui révèle ou signale de manière désintéressée et de bonne foi la violation d'une règle de droit ou encore, je cite toujours, une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général dont elle a eu personnellement connaissance ». Ils bénéficient même d'une irresponsabilité pénale dans les cas où ils auraient porté atteinte à un secret protégé par la loi. Pour être considérés comme des lanceurs d'alerte et bénéficier de ce régime, ils doivent toutefois répondre à certaines conditions claires, en particulier de gravité des faits, et suivre certaines procédures. Le droit de l'Union européenne a lui aussi, par la suite, consacré la protection des lanceurs d'alerte. La directive du 23 octobre 2019 de l'Union européenne concerne plus strictement la protection des lanceurs d'alerte portant sur des violations du droit de l'Union européenne. Elle est à la fois plus souple dans son application que la loi Sapin II, en touchant toutefois à des domaines restreints. Ce faisant, elle aborde le lanceur d'alerte sous un prisme essentiellement professionnel. La proposition de loi déposée par nos collègues de l'Assemblée nationale a pour objet de transposer cette directive en droit français. Elle ne se borne toutefois pas à une simple transposition. Elle procède plutôt à une harmonisation des deux cadres juridiques dans le but de renforcer les garanties globales dont bénéficient les lanceurs d'alerte. La commission des lois souscrit bien entendu à cet objectif. Je salue par ailleurs tout particulièrement notre rapporteure Catherine Di Folco, qui a mené un travail considérable sur le sujet et a encore permis la réalisation d'avancées depuis le dépôt du rapport le mois dernier. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des mesures, pour certaines très techniques, qui furent discutées en commission. Je remarquerai seulement que notre rapporteur s'est efforcé, par ses amendements initiaux, de garantir la cohérence de la transposition de la directive dans notre droit national. La directive et la loi Sapin II ne couvrent en effet pas, nous l'avons vu, les mêmes champs. La directive européenne se concentre sur la violation des normes d'origine européenne, la loi Sapin II sur la protection de l'intérêt général et des lois de la République. La modification de la définition des lanceurs d'alerte en commission avait cependant suscité un certain nombre d'inquiétudes. Celles-ci portaient sur les effets que la nouvelle rédaction aurait pu avoir sur les lanceurs d'alerte de bonne foi, ainsi que de la complexité juridique qu'elle engendrait. Afin d'apaiser ces craintes et dans un souci de compromis, ce volet du texte pourrait donc évoluer dans les débats. Nous suivrons la position de notre rapporteur sur cette question. Le texte revient également sur les mesures de protection dont l'amélioration doit permettre aux lanceurs d'alerte de ne pas craindre de représailles pour leurs actions. Pour clarifier ceci, il fut proposé de lister explicitement et d'un seul tenant les actions susceptibles de constituer des représailles. Je cite, « Par ailleurs, la Commission a également appelé de ses vœux la création d'un fonds de soutien aux lanceurs d'alerte afin d'appuyer les mesures d'aide psychologique et financière prévues dans le texte. » Corollaire de ces protections, le texte de la Commission prévoit également des sanctions à l'encontre des lanceurs d'alerte de mauvaise foi. Et je cite à nouveau, elle a aussi réaffirmé que l'irresponsabilité pénale des lanceurs d'alerte n'a pas vocation à s'appliquer aux violations de domicile et autres accès frauduleux. La question des facilitateurs, ces personnes qui aident les lanceurs d'alerte dans leur démarche, a fait l'objet d'un débat en commission. Pas tant sur le principe de son application aux personnes physiques que sur son application aux personnes morales. Cet aspect
étranger à la directive n'est pas dénué d'intérêt, mais présente certains problèmes qui ont conduit à sa suppression à l'initiative de plusieurs de nos collègues. Bien entendu, ces personnes morales peuvent représenter un réseau de soutien de bonne foi pour les lanceurs d'alerte. Mais la rédaction présente dans le texte ne permettait pas de garantir que ce dispositif ne serait pas détourné de son objet et employé au service d'intérêts économiques ou politiques concurrents. Enfin, la proposition de loi organique aborde utilement le rôle du défenseur des droits. La commission a voté les amendements de notre rapporteur prévoyant la nomination d'un adjoint du défenseur des droits chargé de l'accompagnement des lanceurs d'alerte. Et là, je cite à nouveau, « Cet adjoint servira de cheville ouvrière au travail de qualification et d'accompagnement des lanceurs d'alerte, facilitera significativement le traitement des procédures de signalement externe. » Vous l'aurez donc compris, chers collègues, le groupe LR votera ces deux textes dans la rédaction approuvée par la commission. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Donc, je n'ai pas de demande de prise de parole du gouvernement dans la discussion générale commune. Elle est donc close. Nous passons donc à la discussion du texte de la commission